à 5%. La mise en place effective du comité de gestion du Fonds du développement du tourisme, la mise en place dans les 8 régions du Niger des comités de développement du tourisme, la réforme du Centre nigérien de promotion touristique, CNPT, qui est devenu aujourd'hui l'agence de promotion du tourisme du Niger. L'organisation régulière du Festival de l'Aïr pendant les 4 années de sa présence à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le démarrage effectif de la construction du centre de formation au métier du tourisme de l'APTN, la construction du village artisanal de Tilaberi et enfin le transfert effectif de la gestion des centres artisanaux à la Sémanie. En reconnaissance à ces efforts, Ahmed Boto s'est vu décerner un témoignage de satisfaction de la part des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Je souhaite pour l'ANPTH tout ce qu'on peut souhaiter de mieux. Le secteur du tourisme est un secteur qui est extrêmement important. Vous le savez mieux que moi, pour en être les acteurs. Et je pense très sincèrement que le Niger a beaucoup attiré des potentialités qu'il a du tourisme. On est loin de réaliser notre potentiel dans ce domaine. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes accablés par l'insécurité et la Covid, mais je pense que ce n'est que partie remise. Ça ne peut pas être éternel, ça va finir. Et je vous souhaite en tout cas que tout cela redémarre très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de chance et surtout une bonne collaboration avec le nouveau ministre. Cette cérémonie offre également l'opportunité à l'ANPTH d'accueillir le nouveau ministre en charge du secteur, Mohamed Hamid, pour lui témoigner toute sa disponibilité à l'accompagner pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, Mohamed Bazoum. Nous plaçons beaucoup d'espoir en vous pour juguler les nombreux défis qui assaillent donc notre secteur. Cette rencontre intervient au lendemain de la tenue de l'atelier sur l'harmonisation des textes de l'ANPTH tel que recommandé par l'UOMOA et les CEDEAO. Le document issu des travaux a d'ailleurs été remis au nouveau ministre. L'aboutissement de ce processus constitue une avancée dans l'amélioration des conditions d'exercice de votre profession. Aussi, je puis vous réitérer la disponibilité de mon département ministériel à vous accompagner jusqu'à l'aboutissement du processus de mise en place de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Niger. C'est avec une note d'espoir que je reçois le document qui doit désormais régir la vie de votre future organisation. Espoir, car il faut noter que le secteur du tourisme, déjà fragilisé par le contexte sécuritaire avec le terrorisme, souffre énormément de la pandémie de la Covid-19. Selon l'ANPTH, près de 14 000 personnes se sont retrouvées au chômage depuis le début de la crise dans le seul sous-secteur de l'hôtellerie. Rappelons qu'en temps normal, il contribue à 6,8% au PIB national. Retour aux aléas météorologiques pour noter que ces derniers temps, le Niger vit une période de forte chaleur, une canicule qui ne dit pas son nom. Nutritionnellement, des dispositions sont à prendre pour passer ce cap en toute quiétude. Reportage. C'est indéniable. La chaleur extrême met à mal l'organisme. On est obligé de rester à la maison. Et puis il fait vraiment chaud dans les maisons. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller changer de l'air. Vraiment ça, nous. Surtout dans ce mois de Ramadan, on a plus besoin d'eau fraîche, de fruits frais, tout ça là, c'est pas facile. Avec le jeûne, la chaleur, vraiment, ils font pas bon ménage. Surtout qu'il y a les coupures intempestives là qui sont là à chaque fois. Et aussi pour ceux qui sont malades aussi, ça complique. Tu n'arrives pas à te reposer, tu n'arrives pas à dormir et même les activités vraiment ils sont interrompues. On essaye tant bien que mal de se réfugier souvent vers 13h, 14h sous des arbres, surtout avec la coupure. Oui, mais on essaie de faire avec. Oui, on sait que c'est le moment, ça va passer. Les tout premiers symptômes sont flous et pas toujours faciles à cerner, notamment certaines perturbations telles la fatigue, la somnolence, l'esprit distrait entre autres qui peuvent entraîner un état de choc, voire la mort et la déshydratation. Tenir compte des meilleurs gestes de nutrition se révèle salutaire et parmi eux, la consommation en conséquence de l'eau pour éviter la déshydratation est un atout.
Il faudrait se consacrer vraiment à prendre ces 2 à 3 litres d'eau. Donc ça, c'est vraiment le premier geste. La boisson la plus indispensable en période de chaleur, c'est vraiment l'eau. Deuxième élément, bon geste par rapport pendant la période de chaleur, c'est la consommation des fruits et légumes. Essentiellement parce que les fruits et légumes contiennent des vitamines, parmi lesquelles la vitamine A et la vitamine C. Et on sait que ces vitamines A et ces vitamines C, en période de chaleur, permettent de protéger l'organisme, et c'est ce qu'on appelle les vitamines antioxydantes. Et on sait que plus il fait chaud, plus l'organisme est soumis aux réactions d'oxydation qui peuvent être nocives. Également, pendant la période de chaleur, il faudrait, tant que cela n'entraîne pas une intolérance, avoir une bonne consommation de produits lactés. L'avantage des produits lactés également, c'est que ça contient de l'eau. Selon les spécialistes de la nutrition, il faudrait être plus regardant chez les personnes âgées et les tout-petits en les hydratant régulièrement, environ toutes les 30 minutes. Lorsqu'on est plus jeune, de façon spontanée, on ressent l'envie de boire de l'eau. Mais plus on va prendre de l'âge, malheureusement, ce mécanisme-là de déclenchement de la soif, ce mécanisme-là va être perturbé. Et c'est pour cette raison que les personnes âgées, malheureusement, même en ayant soif, ne vont pas aller boire de façon spontanée. Donc c'est pour cette raison qu'il faudrait faire marcher le mécanisme visuel de la soif, et c'est pour cette raison, pour les personnes âgées, il est souvent conseillé de déposer de l'eau vraiment à portée de vue, de sorte que les personnes âgées puissent avoir envie de boire cette eau simplement parce qu'ils ont vu de l'eau à portée de vue. Pour bien traverser cette phase de chaleur intense, certains aliments sont également à prendre avec modération. Il faudrait voir les produits comme je l'ai dit, les boissons sucrées. Les boissons sucrées, même si ça désaltère, ça entraîne à favoriser la déshydratation. La deuxième chose également qu'il faudrait consommer avec modération, ce sont les produits gras. Et les produits gras, du fait que les produits gras ne contiennent pas de l'eau, donc en consommant beaucoup de gras, malheureusement, on risque de se retrouver dans une situation de déshydratation. Il faudrait consommer avec modération la viande pendant les périodes de chaleur. Par ailleurs, porter des habits à couleur claire pour repousser la chaleur, se rafraîchir régulièrement avec une douche tiède, préférable aux douches froides pour éviter les forts contrastes de température nuisibles à l'organisme, sont autant d'autres gestes pour mieux passer cette phase de chaleur intense. Toujours dans cette période de Ramadan, nombreux sont les jeûneurs qui souffrent de problèmes gastriques. Les personnes atteintes de ces pathologies sont parfois exposées à des risques. Selon les spécialistes, le jeûne est possible lorsqu'on bénéficie d'un traitement adéquat prescrit par un médecin. Aminata Garba, Boubacar Imran Mega. Les problèmes gastriques sont des pathologies récidivantes. Au cours du mois béni de Ramadan, l'on observe un jeûne. Donc, c'est ce changement de mode de vie qui entraîne des modifications nutritionnelles et digestives chez certains jeûneurs. Généralement, avant le mois de Ramadan, les patients atteints de ces pathologies doivent se faire consulter afin de suivre un traitement adéquat. Quel que soit le problème gastrique, en dehors des tumeurs pour lesquelles il y a d'autres traitements, en général, maintenant, nous avons des traitements qui les guérissent. Même quand c'est un ulcère, ça se guérit. Donc du coup, ce que je propose souvent aux patients, c'est qu'ils viennent en consultation avant, déjà quand ils sentent ces petits désagréments, avant le jeûne, pour pouvoir faire le traitement, être mis sous traitement et qu'ils puissent guérir. Celui qui a la crise pendant qu'il fait son jeûne, souvent la douleur est tellement intense qu'il faut aller arrêter le jeûne pour pouvoir faire le traitement. Mais en général, dès que ça va mieux, on peut prescrire les produits pour qu'il continue le traitement, pour qu'il le fasse à l'ordre et puis à la rupture et finir son jeûne. La fréquence des complications du problème gastrique est plus élevée au cours de ce mois de Ramadan. Un jeûneur atteint de problèmes gastriques peut bel et bien jeûner à condition de suivre un mode de vie sain. Quand un médecin vous a réellement vu et qu'il n'y a pas de contre-indication formelle au jeûne, vous pouvez le faire en prenant vos médicaments et en respectant ces mesures d'hygiène. La grande part du traitement d'un ulcère ou d'un problème gastrique, c'est d'abord l'hygiène de vie. Je ne dirais pas régime,
Parce que le régime, ça fait strict. C'est l'hygiène de vie. C'est savoir manger, savoir boire et savoir se comporter avec son corps. Pendant le jeûne, il faut, quand vous rampez, il faut vous hydrater régulièrement. Il y a des gens qui, dès qu'ils rompent le jeûne, ils avaient une grande quantité d'eau. C'est pas bon. Il faut le faire en petite quantité. D'abord pour que le corps s'adapte, pour ne pas l'agresser et pour que ça puisse faire effet. Il est important de souligner qu'en cas d'aggravation de complications, l'on peut s'abstenir de jeûner pour des raisons très évidentes de santé. Celui qui ne peut pas, qui sait qu'il n'y arrive pas, qu'il ne cherche pas coûte que coûte à jeûner pour faire plaisir pour la société et aller se rendre malade ou mettre sa vie en danger. Et c'est jamais le cas, il peut consulter. Il faut consulter. Il faut d'abord consulter avant que le ramadan n'arrive. Avec le jeûne, plusieurs maladies à l'état latent se réveillent. Donc, il convient aux jeûneurs de suivre avec minutie une alimentation saine, variée et surtout de boire suffisamment une quantité de liquide importante. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler tendance Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour, 25 avril 2021, se présentent comme suit. 33 nouveaux cas positifs notifiés, dont 20 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 13 chez les alertes. Sur 240 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 32 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 4 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Zender, 28 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 97 394 personnes testées, 5 191 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 834 guéris, 191 décès, 166 cas actifs, 57 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Suite de cette édition, une équipe de la station régionale ORTN de Dosso a réalisé un reportage sur le Tobay Tobay, cette pratique culturelle qui débute du 10e jusqu'au 15e mois de béni de Ramadan. C'est un reportage signé Aïchatou Gani et Moussa Namewa. Le mois béni de Ramadan, un mois de solidarité et de pardon. C'est également une période où les jeunes pratiquent le Tobay Tobay en germain ou les tachés en Hausa. Une véritable pratique culturelle qui détend le jeûneur après une rude journée d'abstinence. À Dosso, la troupe culturelle de Aïssa, fidèle à sa tradition, passe de porte en porte pour animer les habitants dans une atmosphère de joie et de gaieté. C'est l'exemple du sultanat de Dosso où ces femmes déguisées en bouffon ou en clown passent chaque année saluer le sultan. Amag tibine da na wasta wandi kaina na kama yosu gunna na lonzo labo na hiho na mina mo ito giri iya kai gogate. Ça fait 7 ans que nous pratiquons le Tobay Tobay. Cette tradition existe depuis la nuit des temps. Nous remercions le sultan qui ne cesse de nous encourager. Bere kusin kan asai irko dai ma albarka da ngaga. La
réhabilitation de cette pratique culturelle par ces braves femmes est vivement encouragée par la chefferie traditionnelle. C'est un plaisir pour moi de voir les jeunes se réunir afin de se détendre et de se connaître entre eux pour le développement du pays. Ce jeu culturel est organisé pendant le mois de Ramadan et exécuté entre le 10e et le 15e jour pour que la jeunesse s'en approprie en vue de sa pérennisation. L'initiative de ces femmes qui pratiquent chaque année le tobe-tobe ou le taché permettra à la jeunesse de comprendre davantage le sens de cette pratique culturelle afin qu'elle soit sauvegardée. C'était le tobe-tobe qui se pratique du 10e au 15e jour du mois de Ramadan. Dans la région de Tawa, célébration hier à Tintabaraden de la 26e édition de la Fête nationale de la Concorde. Une célébration marquée cette année par une rencontre qui a regroupé l'ensemble des leaders d'opinion de 4 départements de l'Azawad, Tintabaraden, Abalak, Tilia et Tastara. C'était en présence des autorités régionales et des membres de la haute autorité à la consolidation de la paix. Compte rendu, Sabi Umoru et Laoli Sini. C'est par une cérémonie très sobre à cause de la pandémie de la Covid qu'a eu lieu cette année la célébration de la Journée nationale de la Concorde. Une célébration qui s'est déroulée à la place de la Concorde de Tintabaraden, marquée par la montée aux couleurs et des allocutions du préfet de Tinta et du secrétaire général de la région de Tawa. Le premier s'est réjoui de la célébration de cette fête qui marque les accords de paix d'avril 1995 signés entre l'État du Niger et l'Organisation de la résistance armée ORA. Quant au secrétaire général de la région de Tawa, il a souligné le respect des engagements de l'accord de paix, ce qui a permis de renforcer la cohésion sociale et la culture de la paix dans notre pays. Ibrahim Niko a également lancé un appel à l'ensemble de la population, aux leaders d'opinion, au cadre de la paix et de développement, à poursuivre la voie tracée par l'accord de paix du 24 avril 1995. En marge de cette célébration de la fête de la Concorde, le gouvernorat de Tawa, avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix, a organisé une rencontre communautaire qui a regroupé autorités départementales, communales et coutumières des départements de Tintabaraden, Tassara, Tilia et Abalak. L'objectif étant de trouver des pistes de solutions pour que l'Azawad retrouve la paix et la culture sociale mise à mal ces derniers temps par les attaques terroristes dont la dernière en date est celle du 21 mars dernier à Tilia et qui a fait une centaine de morts et des biens matériels emportés. Et surtout d'éviter la déchirure sociale et la stigmatisation d'un groupe ethnique quelconque préjudiciable à la quiétude sociale, à l'unité nationale et à la paix. C'est pourquoi la haute autorité à la consolidation de la paix, HACT, conformément à sa mission de prévention et d'anticipation, a appuyé le gouvernorat de Tawa dans l'organisation de cette rencontre communautaire où des discussions riches à bâtons rompus se sont engagées entre les différents acteurs et qui ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes. Les participants estiment qu'il est nécessaire d'éviter la stigmatisation d'un groupe ethnique ou socio-professionnel particulier, mais plutôt d'œuvrer pour le développement de la cohésion sociale qui a existé de tout temps entre les différents groupes sociaux habitant cet espace qui jadis était un havre de paix. Ils ont souhaité que toutes les communautés, avec à leur tête les chefs de groupement, les chefs de tribus, fassent de la sécurisation de la zone leur affaire. Ils réitèrent leur soutien aux forces de défense et de sécurité et ont souhaité qu'elles soient plus promptes dans l'action lorsqu'elles sont sollicitées et que des poursuites soient systématiquement engagées pour neutraliser les forces du mal. Les participants ont également souhaité un partage d'informations à chaque fois qu'une opération est engagée afin d'éviter le développement des rumeurs qui alimentent les réseaux sociaux et font plus de mal que de bien. Les participants demandent, faute de sécurisation du camp d'Etenika, de le démanteler. La rencontre demande
Également, la création d'un cadre de concertation entre les chefferies traditionnelles et les préfets afin de discuter sur les affaires de sécurisation. Le secrétaire général du gouvernorat de Tawa a dans son mot de clôture rassuré les participants à cette rencontre communautaire que les conclusions auxquelles ils sont parvenus seront transmises à qui de droit pour que l'Azawad retrouve enfin la quiétude et la paix sociale. Agadez n'est pas en reste. La région a célébré hier la fête nationale de la Concorde. C'était en présence du gouverneur de la région, Sadou Soloki. Précision avec Moussa Efalay et Bachir Harouna. La célébration de cette journée de la Concorde a été fortement marquée à Agadez par une présence remarquée de la caravane de la paix des autorités coutumières, des associations féminines et de la société civile. Ils sont tous porteurs des messages de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Ils ont en outre salué l'engagement spontané des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, Bazoum Mohamed, pour la consolidation de la paix et de la sécurité au Niger. En prenant la parole, le président du Conseil régional d'Agadez a rendu un hommage aux anciens présidents du Niger pour les efforts consentis dans la préservation de la paix au Niger avant de demander à Bazoum Mohamed, président de la République du Niger. On demandera au président Bazoum Mohamed de continuer aussi et de mettre l'accent sur la sécurité. Dans le discours qu'il a prononcé, le gouverneur de la région d'Agadez a salué les efforts consentis par notre pays pour une paix durable. Au regard du bilan des actions entreprises, force est de constater que les efforts ont été consentis par notre pays afin de garder le cap de la consolidation de la paix, du raffermissement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Cependant, les défis restent énormes. En dépit de cette évolution positive, les défis de développement et de la sécurisation du pays restent une préoccupation majeure, du fait notamment de la dégradation du contexte sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien. Le gouverneur d'Agadez a vivement remercié les efforts de la haute autorité à la consolidation de la paix et des partenaires au développement de notre pays en faveur de la consolidation de la paix. La fête de la Concorde célébrée dans l'enceinte du site La Flamme de la Paix au cœur des monuments dédiés à la paix avec la Croix d'Agadez a été aussi marqué par des sketchs de sensibilisation sur la paix et la remise de témoins de satisfaction à certains acteurs de la paix pour les services rendus à la région d'Agadez. Aujourd'hui, grâce aux efforts des autorités nigériennes, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, le Niger est en train d'enregistrer des progrès considérables en matière de la paix et de la stabilité. Allons dans la région de Tillabéri où le préfet du département de Gauteng a présidé ce matin dans la dite localité l'ouverture des travaux de la journée d'échange sur la paix, la cohésion sociale et la gestion non violente des conflits à l'intention des femmes, des jeunes et des leaders d'opinion. D'autres précisions avec Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Organisé par l'ONG CESAO pôle régional du Niger en collaboration avec le WANEP, réseau de l'Afrique de l'Ouest pour la consolidation de la paix, cette cérémonie rentre dans le cadre des activités de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et la gestion du conflit. Occasion saisie par le maire de la commune rurale de Gauteng et le représentant du chef de canton de se réjouir du choix porté sur leur commune pour abriter cette cérémonie d'une importance indéniable. Monsieur Amadou Mor, cadre CESAO PRN, s'est quant à lui apaisanti sur les domaines d'intervention du projet et les différentes activités menées. Le Centre d'études économiques sociales de l'Afrique de l'Ouest, CESAO, pôle régional Niger, a été créé en 2004. Du point de vue statutaire, il couvre 4 pays, qui sont le Niger, le Bénin, le Tchad et le Nigeria. De sa création à aujourd'hui, le CESAO, avec le soutien des partenaires financiers et techniques, a exécuté beaucoup de projets et programmes au Niger à travers ces 3 antennes opérationnelles qui sont Dosso, Maradi et Terra. Initiative saluée par le préfet du département de Gauteng, Moussa Jibomossi. Depuis bientôt 3 ans, notre entité administrative se trouve confrontée à d'énormes défis sécuritaires nés des activités djihadistes et des bandits armés. Les modes opératoires de ces terroristes, aussi dramatiques les uns que les autres, ont eu pour corollaire
de nombreuses personnes tuées, aussi bien dans le rang des civils que des FDS, un déplacement interne des populations, la restriction de la présence de l'État et des projets et ONG sur le terrain et une psychose de plus en plus grande. Devant cette guerre qui prend une forme asymétrique avec un ennemi invisible, il est apparu la nécessité de promouvoir une lutte participative d'une part et de mener des actions de sensibilisation pour une prise de conscience collective d'autre part. L'exposé ayant suivi a suscité un débat fort enrichissant. Au cours des échanges qui ont suivi, plusieurs points forts ont été évoqués, dont entre autres l'enrôlement des jeunes, la collaboration FDS-communauté, la cohésion sociale, pour ne citer que cela. Au nombre des questions posées, des réponses appropriées ont été fournies. Direction Zender, où le gouverneur de la région Issa Moussa a réceptionné au cours d'une cérémonie un bloc de salles équipé, un don de l'ONG Het Tamat sous financement du ministère fédéral allemand. Le résumé avec Assadek Al-Gabit et Ibrahim Amadou. Parmi les multiples domaines d'intervention de l'ONG HED Tamat, l'éducation reste une grande priorité au niveau de ces zones où elle déploie des efforts conséquents aux côtés de ceux du gouvernement du Niger. Ainsi, pour preuve palpable, signalons cette nouvelle réalisation de plus, celle de la construction et de l'équipement d'un bloc de 2 salles de classe à Gobran Hausa, situé dans le 4e arrondissement communal de Zender. Une occasion saisie par le président du conseil d'administration du HED Tamat pour réitérer sa profonde reconnaissance à l'endroit du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et de Caire Allemagne pour leur contribution financière ayant rendu possible la réalisation de cette infrastructure éducative qui a été suivie de près par les autorités coutumières à juste titre. À l'invitation de son frère et ami le sultan de l'Aïr et de l'ONG Hatam. À l'occasion, j'avais dit au sultan, Inch'Allah, l'ONG interviendra dans la région de Zender. Et grâce à Dieu, nous sommes dans le cadre du projet PAA, un projet qui intervient dans 16 communes de la région de Tilaberi, 15 communes de la région d'Agadez, 9 communes de la région de Tawa et 5 communes de la région de Zender. Pour sa part, le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, a au cours de cette cérémonie de réception de ce bloc de 2 salles de classe dans son entité administrative, qualifié ce président de l'ONG HED Tamat d'une action salutaire au regard des importants besoins dans ce sens. Et il se trouve que chaque année, c'est une importante cohorte d'enfants qui sont pour demander l'école, donc en âge de scolarisation. Il nous faut créer les conditions d'accueil de ces élèves en réalisant des infrastructures, en accroissant notre capacité d'accueil. Aujourd'hui, nous sommes à une cérémonie de réception de 2 salles de classe en matériaux définitifs. Donc le geste que Het Tamat vient de nous faire ici rentre dans le cadre des objectifs visés par le président de la République. Cette réalisation de l'ONG HED Tamat renforcera les capacités d'accueil de l'école de la localité de Gobran Hausa pour que les élèves bénéficient d'une éducation adéquate, appropriée et propice grâce au projet PAA NER 1276 intitulé « Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions d'Agadez, Tawa, Tilaberi et Zender ». Du sport dans ce journal. Qualifiée aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, l'athlète nigérienne Amina Seyni a connu depuis quelques semaines une controverse sur sa participation. La nouvelle équipe de la Fédération nigérienne d'athlétisme apporte toutes les preuves de sa participation aux Jeux olympiques prévus en juillet prochain à Tokyo. Mamadou Djingare, Boubacar, Imran Maïga. Amina Seyni s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo. C'était à Doha en 2019, la première qualifiée nigérienne au minima. Je faisais 22 secondes 58. Donc j'ai réalisé mon premier rêve à participer aux Jeux olympiques. Et aussi pour le Niger qui a fait sa première qualification
Depuis quelques mois, Amina Seyni est en face d'une polémique sur sa participation aux Jeux Olympiques. Pourtant, son nom figure toujours bel et bien parmi les qualifiés du Comité olympique international CIO. Une controverse entretenue au niveau national où l'on doute de sa féminité, alors qu'au niveau de l'instance internationale l'IAF, la question n'a jamais été évoquée. Dans le règlement de l'IAF, adopté le 1er novembre 2018, il ne s'agit en aucun cas de porter un jugement ou de remettre en question le sexe ou l'identité de genre d'un athlète. Au contraire, l'IAF considère qu'il est essentiel de respecter et de préserver la dignité de la vie privée de l'athlète. Dans ce cas précis de Amina Seyni, le règlement s'applique aux épreuves sur piste qui se déroulent sur une distance comprise entre 400 et 1000 lors des compétitions internationales. Ce nouveau programme, ce nouveau dispositif de World Athletic qui a concerné les athlètes hyper androgènes parmi lesquels Amina se retrouve. Alors ce programme-là, avant qu'il ne venait, avant que son application ne venait, Amina évoluait sur 400 mètres. Et sur 400 mètres-là, Amina, jusqu'en septembre 2019, Amina occupait le 4e rang mondial. Le 4e rang mondial, ça c'est du jamais vu. Si elles veulent, donc les super androgènes, continuer sur leur discipline, si cette discipline se trouve entre le 400 mètres et les masses n'aiment pas une distance courue au Niger, ça fait 1620 ou quelque chose comme ça mètres, ça c'est pas couru au Niger. Donc dans cet intervalle-là, les hyperandrogènes qui ne se soumettraient pas à un traitement donné ne vont pas courir dans cette zone-là. Amina, dès 2019, elle devrait partir représenter le Niger au championnat du monde sur 400 mètres. Comme cette règle était rentrée en vigueur, donc Amina a préféré revenir aux 200 mètres. Selon la Ligue et la Fédération, il y a lieu de préciser que cet acharnement sur la non-participation de Amina doit être renversé en une possibilité et de faire un bloc pour la soutenir. On se serait évité vraiment la perte de temps dans laquelle on est rentré. Amina vraiment est bien positionnée pour faire plus que demi-finale. Et même maintenant, nous pensons que Amina ne va pas se limiter à la demi-finale. Pour peu que nous arrivions à réunir, à nous mobiliser derrière Amina pour la pousser jusqu'à Tokyo, pour la pousser, pourquoi pas, sur le podium de Tokyo et au-delà. Toujours présente sur le territoire national, Amina Seyni est toujours en attente d'un billet d'avion pour se rendre en France où elle va bénéficier d'une invitation d'un centre spécialisé pour mieux parfaire sa préparation. Pour moi, je peux dire que je peux gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Si je continue chaque fois, je ne manque pas les entraînements. De deux aussi, et si je me repose bien pour ne pas perdre la forme. Donc, ça, avec tout ça, je peux remporter une médaille. Mais aussi la troisième phase qui va m'aider à trouver une médaille, donc c'est le soutien. Je manque de soutien d'ici. Bonne chance à notre athlète Amina Seyni.